La Renaissance carolingienne. Il est incontestable que la période carolingienne a été marquée, après ce qu'on peut appeler le déclin mérovingien, par une renaissance intellectuelle et artistique. Nous parlerons essentiellement ici de la renaissance littéraire. Les premiers signes de cette renaissance sont perceptibles dès les premiers carolingiens, avec Charles Martel et Pépin le Greffe notamment. Ces deux maires du palais vivaient entourés de clercs instruits. Mais la Renaissance, dans le royaume franc, est surtout l'œuvre de Charlemagne, et elle se fait sentir dès le début de son règne. Elle ne s'arrêtera pas d'ailleurs avec lui, mais s'épanouira sous le règne de ses successeurs, notamment Louis le Pieux et, dans une certaine mesure, Charles le Chauve. J'aurai deux parties dans ce cours. Première partie, l'éclosion de la Renaissance. Deuxième partie, la diffusion de la Renaissance. Première partie donc, l'éclosion de la Renaissance. Ce mouvement s'est d'abord fait sentir dans d'autres pays que le royaume franc. L'Espagne, par exemple, avec la Renaissance isidorienne au 7e siècle, les îles britanniques, dont l'Irlande, et l'Italie. Aussi, les initiateurs de la Renaissance carolingienne furent-ils tous des étrangers. D'ailleurs, Charlemagne a accueilli de nombreux lettrés étrangers après Charles Martel et Pépin le Bref. Citons quelques exemples. Benoît d'Aniane, qui vécut de 750 à 821. Théodulphe, évêque d'Orléans, qui sont des Espagnols. De nombreux Espagnols ont été recueillis en quelque sorte après la conquête de l'Espagne par les musulmans. Vous avez également des Italiens, notamment Pierre de Pise, un célèbre grammairien mort en 821, Paul Diacre, un Lombard qui vécut de 720 à 799 environ. Il était moine du Mont Cassin et auteur d'une histoire des Lombards. C'est un maître de Pavie qui a été fait prisonnier par Charlemagne lors de la conquête de Pavie en 773-774. Mais le plus célèbre de ces maîtres étrangers est Alcuin, qui vécut de 730 environ à 804. C'est un anglo-saxon, un maître de l'école d'York, sa ville natale, en Northumbrie. C'est aussi le principal acteur de la Renaissance carolingienne. Citons quelques points de repère concernant sa biographie. En 767, il vient de Grande-Bretagne en Italie. Et en 780, il est présenté à Charlemagne lors d'un nouveau voyage en Italie. C'est en 793 que Charlemagne réussit à le faire venir de façon définitive dans le royaume franc. Il recevra d'ailleurs des bénéfices ecclésiastiques et notamment la célèbre abbaye de Saint-Martin de Tours. Je vous ai dit tout à l'heure que la Renaissance allait s'épanouir sous les successeurs de Charlemagne. Nous avons donc d'autres intellectuels à la génération suivante. Par exemple, Fréculf, évêque de Lisieux, de 822 à 852 environ, qui est l'auteur d'une remarquable chronique en 2 volumes, qui est donc un intellectuel local en quelque sorte, bien qu'il n'ait guère apprécié son diocèse de Lisieux
où, d'après lui, on ne trouvait pratiquement aucun livre. Vous avez également Jean Scott Erigen, un Irlandais, qui vint à la cour de Charles le Chauve vers 845. Il réveilla l'école de Laon et en fit un centre d'études où l'on pratiquait notamment le grec, ce qui est une grande originalité pour l'époque, et la philosophie. La Renaissance ne toucha en fait qu'une élite dans quelques monastères et quelques évêchés. Vous avez quelques grands centres dans le nord et l'est de l'Empire. Citons quelques exemples. L'école de l'abbaye de Fulda, sous l'abbatiat de Raban-Mort, autre initiateur de la Renaissance, c'est un disciple d'Alcuin. D'autre part, Lyon, qui accueillit également des Espagnols, les évêques Lédrade et Agobard, et qui eut un scriptorium très actif. L'école de Laon, école épiscopale que j'ai citée à l'instant, avec Jean Scott Erigen, Saint-Germain d'Auxerre et le monastère de Saint-Gall dans la Suisse actuelle. Seul le clergé et quelques aristocrates sont donc touchés par le mouvement. Les empereurs et les rois ont joué aussi leur rôle, un rôle considérable dans cette affaire. Mais bien entendu, c'est surtout Charlemagne qui est en cause. Ils ont encouragé le mouvement, notamment pour l'instruction du clergé et accessoirement du peuple. Ils ont voulu que la cour devienne un centre de culture, comme l'avait été, par exemple, la cour de Pavie sous les Lombards. Plusieurs questions se posent à ce propos. Par exemple, existait-il une école du palais du temps de Charlemagne? En fait, nous ne la connaissons que par une anecdote tardive de Noctaire de Saint-Gall. D'après cette anecdote, Charlemagne aurait disputé les aristocrates paresseux et félicité les élèves modestes qui travaillaient assidûment. C'est une image, évidemment, mais il y a eu probablement une école pour les employés de bureau du palais. D'ailleurs, Charlemagne lui-même a cherché à s'instruire. Il a cherché à apprendre les arts libéraux qui étaient la base de la formation à cette époque. Pierre de Pise notamment lui enseigna la grammaire et Alcuin les autres disciplines. Le résultat n'a pas été absolument à la hauteur des espérances. Il savait bien lire, semble-t-il, mais il ne sut jamais écrire véritablement, malgré des efforts redoublés. Autre question, qu'en fut-il de ce qu'on appelle l'Académie du Palais, selon un mot d'Alcuin? Il semble qu'il s'agisse en fait d'une petite réunion de lettrés et qui ont rédigé un certain nombre de poèmes de circonstance. En tout cas, il existe une législation scolaire de Charlemagne, et vous en avez un exemple dans les deux premiers textes que je vous ai donnés, que je vous demande de lire, notamment le capitulaire de 789, qui parle justement des fils de condition modeste, mais aussi des fils bien nés, et qui demande qu'il y ait une école dans chaque évêché et dans chaque monastère. Et d'autre part, vous avez également la lettre aux évêques ou aux abbés, dans laquelle Charlemagne demande justement de ne pas négliger l'étude des lettres. Je n'ai pas le temps d'étudier en détail ces documents, mais je vous demande de les lire attentivement. Cette renaissance ne s'est donc pas limitée au palais. Elle a été largement diffusée dans l'Empire, même si elle est restée limitée à une élite.
Elle a bénéficié de moyens de diffusion importants développés avec l'appui des rois et des empereurs. C'est ce que je vais étudier dans ma deuxième partie qui s'intitule « La diffusion de la Renaissance ». Voyons d'abord quels sont les moyens de cette diffusion. Et en premier lieu, la multiplication des ateliers de copistes. N'oublions pas que les livres à cette époque sont tous, évidemment, des manuscrits. Il y a dans ce domaine des directives précises de Charlemagne. Il faut par exemple refaire les manuscrits mal copiés. Charlemagne a certainement eu un rôle de direction très important. Il a prôné notamment l'adoption d'une nouvelle écriture qu'on appelle la minuscule caroline et qui a le grand avantage d'être extrêmement lisible. Tellement lisible qu'elle a donné naissance, bien des siècles plus tard, au bas de casse de notre typographie actuelle. Vous avez d'ailleurs une autre écriture, l'écriture onciale, pour les manuscrits de luxe. Le travail des copistes est très pénible. Il se fait en atelier dans ce qu'on appelle les scriptoria. Le singulier scriptorium, c'est évidemment un mot latin qui désigne ces lieux où l'on écrit, où l'on rédige les manuscrits. Ces scriptoria, il en existe en principe dans chaque abbaye et dans chaque évêché, sont dirigés par un chef d'atelier. Après les copistes, les enlumineurs interviennent pour l'illustration des manuscrits de luxe. Vous avez également le développement des bibliothèques. Il faut songer que le livre, à cette époque, est un objet précieux. Le livre constitue une partie importante du trésor des bibliothèques. Généralement, les livres sont enfermés dans des coffres fermés à clé, car les vols sont fréquents. Cependant, on pratique également les prêts entre monastères, souvent pour recopier des livres qu'on n'a pas. Certaines abbayes sont célèbres pour l'importance de leur scriptorium. Elles apparaissent comme de véritables maisons d'édition. C'est le cas notamment de Saint-Martin de Tours, de l'abbaye de Saint-Denis, de l'abbaye de Saint-Gall. Des progrès importants sont faits également dans le domaine de l'école, et c'est sans doute le plus important. C'est le cas en particulier dans les écoles monastiques et éventuellement dans les écoles épiscopales. L'enfant peut recevoir un enseignement à partir de l'âge de 7 ans. D'ailleurs, beaucoup de parents placent leurs enfants dans un monastère, comme oblats. Ils sont destinés à devenir moines, qu'ils le veuillent ou non, et par conséquent reçoivent une instruction. Les méthodes pédagogiques étaient peut-être moins dures qu'on ne le pense couramment. Vous avez d'ailleurs à ce sujet un texte que je vous demande de lire qui s'intitule justement « Douceur dans la discipline ». C'est un texte de Paul Diacre qui commente la règle de saint Benoît. Et les bénédictins étaient plutôt moins durs vis-à-vis des élèves qu'on ne l'avait été dans l'Antiquité. Cependant, les maîtres restent méfiants vis-à-vis des adolescents. Ils craignent déjà les amitiés particulières qui sont punies par un certain nombre de jours de jeûne. J'insiste sur un point important, l'école est gratuite, c'est la fortune de l'abbaye ou de l'évêché qui permet de la financer. Voyons maintenant quelles sont les différentes étapes de l'apprentissage scolaire. Le matériel nécessaire est constitué par des tablettes de cire et par un stylet, comme dans l'Antiquité.
Par la suite, les élèves reproduisent leurs notes sur des feuilles de parchemin. Mais souvent, les élèves ne disposent pas de livre. Le livre est trop précieux pour que le confie à des jeunes. La première étape, c'est l'apprentissage de la lecture. La lecture, c'est la lecture du latin, car le latin est la seule langue de l'éducation. Cet apprentissage est distinct de celui de l'écriture. L'écriture est à cette époque une affaire de spécialistes. Il faut donc d'abord apprendre la langue et la grammaire latine. Cela se fait généralement sous forme de questions et de réponses. La mémoire joue un rôle capital. On apprend également des éléments d'arithmétique, ce qu'on appelle le compute, qui permet de calculer les cycles solaires et lunaires. Ensuite vient l'apprentissage de l'écriture, mais j'y insiste encore, c'est une technique particulière qui est apprise uniquement par les scribes dans le scriptorium. Dans tous les cas, le contrôle des connaissances est essentiellement oral. Voilà pour la première étape qui correspond à peu près à nos études primaires. La seconde étape correspond à ce qu'on pourrait appeler les études secondaires. Il s'agit en fait du cycle des arts libéraux. Il en est question dans un des textes que je vous ai donnés, intitulé La philosophie carolingienne, c'est un texte d'Alcuin. Les arts libéraux sont subdivisés en deux groupes. D'une part, les arts dits du trivium, c'est-à-dire ce qui correspond à peu près à nos lettres, la grammaire, la rhétorique, la dialectique. Le but de cet enseignement littéraire, c'est le discours, c'est l'art de l'éloquence. La dialectique permet de raisonner, de construire son discours. Deuxième groupe de matières, ce sont celles qui sont regroupées dans le quadrivium, groupe de 4 matières que l'on pourrait qualifier de scientifiques. Premièrement, l'arithmétique. Deuxièmement, la géométrie. Troisièmement, l'astronomie, qu'on ne distingue pas nettement à cette époque de l'astrologie. Et quatrièmement, la musique, qui est considérée, vous le voyez, comme une matière scientifique. La troisième étape, c'est l'étude de la philosophie, considérée comme l'art des arts, et vous pouvez vous en rendre compte à travers 2 textes que je vous ai donnés, la philosophie carolingienne d'Alcuin et la philosophie chrétienne de Jean Scott Erigen. Le but des études est d'ailleurs de comprendre et de commenter la Bible. Par conséquent, tout cet enseignement a une finalité religieuse. Les professeurs sont souvent des maîtres particuliers et des relations s'établissent entre maître et élève. Les grands professeurs sont très renommés et on peut souvent établir la filiation spirituelle entre tel maître et tel élève. Citons un exemple célèbre. Vous avez en particulier Alcuin qui enseigne à Saint-Martin, qui a comme élève Rambamort, le célèbre abbé de Fulda en F, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Rambamort aura comme élève Loup de Ferrières, qui aura comme élève Éric d'Auxerre, qui aura comme élève Rémy, etc. Ensuite, voyons quels sont les fruits de la Renaissance.
Le premier résultat, c'est la remise à l'honneur du latin classique. C'est la seule langue de culture, mais n'oublions pas que le latin est devenu en même temps une langue morte. La Renaissance carolingienne correspond à une période de floraison littéraire très importante. Vous avez de nombreux poètes, la plupart des intellectuels sont des poètes, c'est le cas par exemple d'Alcuin, de Théodulphe, d'Hermold Lenoir. C'est également une époque où apparaissent des historiens, je mets le mot entre guillemets, par exemple Éginard, auteur de la Vita Caroli, vie de Charlemagne, et surtout Nithard, auteur de l'histoire des fils de Louis le Pieux. Les lettrés carolingiens écrivent beaucoup également de lettres, ce sont des épistoliers, et nous avons de nombreuses lettres conservées. Le plus célèbre de ce point de vue étant Loup de Ferrières, Serva Loup, abbé de Ferrières en Gâtinais. Le plus intéressant, c'est que la Renaissance ne se limite pas au monde des clercs. Les jeunes aristocrates reçoivent souvent l'enseignement d'un précepteur. Mais ils subissent de ce point de vue la concurrence de l'éducation sportive et militaire. Cependant, beaucoup de laïcs savent lire, sinon écrire, et ont de belles bibliothèques. Parmi les laïcs écrivains, nous avons justement les historiens dont j'ai parlé tout à l'heure, Éginard et surtout Nithard. Et la Renaissance finit par concerner également les femmes. Vous avez des femmes lettrées. On en connaît quelques-unes, et en particulier Duoda, femme de Bernard de Septimanie, auteur d'un manuel à l'usage de son fils. Je vais vous demander de prendre le texte, extrait de ce manuel, qui s'intitule « Une mère à son fils ». Donc, Duoda est l'épouse de Bernard, marquis de Septimanie. Son ouvrage est écrit entre 841 et 843. Il est adressé à son fils aîné Guillaume, âgé de 16 ans. Il y a également un fils plus jeune mentionné dans le texte qui s'appelle Bernard. La forme de cet ouvrage, c'est celle du miroir, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un livre de morale. En général, ce type de livre est écrit par des clercs pour des laïcs, souvent des princes, mais ici simplement un grand seigneur de l'aristocratie carolingienne. Le plan est classique, il est question d'abord du dogme, deuxièmement du respect des supérieurs, troisièmement des vertus et des vices, quatrièmement de la prière. Quelle doit être l'éducation selon le manuel? D'abord, une éducation littéraire, qui est surtout confiée à la mère. Il est question de parler et de lire, mais pas d'écrire. Elle-même dit qu'elle n'écrit pas, à la ligne 6. Ensuite, l'enfant sera confié à des maîtres. Les méthodes sont différentes et le but de l'éducation, nettement indiqué à la ligne 13, c'est l'étude de la religion. D'autre part, le frère aîné doit s'occuper de son jeune frère enlevé à sa mère. Le principal pour le jeune aristocrate n'est pas cette éducation littéraire, mais son éducation militaire. Et c'est pour cette raison qu'il est enlevé à la mère et confié au père. Les principes religieux et moraux inculqués à Guillaume sont les suivants. D'une part, l'amour et la crainte de Dieu, par exemple ligne 35, ligne 56. D'autre part, le respect du père, qui est aussi le Seigneur. D'ailleurs,
le véritable seigneur, c'est le roi, ici Charles le Chauve. Ensuite, respect des prêtres, qu'il ne faut pas juger, même si on peut les considérer comme mauvais. Ensuite, respect des maîtres et respect des anciens. Mais le jeune homme ne doit pas oublier la fréquentation des jeunes, signalée à la ligne 40. Vous avez d'ailleurs des exemples bibliques de jeunes qui ont joué un rôle actif de conseiller. Il s'agit d'une allusion à un rôle éventuel de Guillaume à la cour de Charles le Chauve. C'est certainement l'aspect le plus original du manuel. En résumé, ce livre est très riche. Il est un révélateur de la mentalité dans la société aristocratique de l'époque carolingienne. C'est aussi le meilleur témoignage de la spiritualité des laïcs et surtout des femmes à l'époque carolingienne. Mais bien entendu, cette figure de Duoda est tout à fait exceptionnelle et dans l'ensemble, l'éducation des laïcs est assez limitée, en particulier pour les garçons, et notamment pour les garçons de l'aristocratie. L'éducation militaire vient évidemment en premier lieu. Et de toute façon, s'ils ont une éducation littéraire, les laïcs sont à l'école des clercs. Ceci dit, et en conclusion, il faut considérer néanmoins ce mouvement de renaissance comme tout à fait remarquable. Il ne va pas s'arrêter avec Charlemagne, je l'ai dit tout à l'heure, il va se poursuivre et même s'épanouir au cours du IXe siècle, mais pour un temps seulement, car s'il continue pendant une partie du règne de Charles le Chauve, par exemple, pour la Francie occidentale, il va néanmoins sombrer dans les troubles de la fin du IXe siècle et dans cette période très difficile qui marque l'écroulement des royaumes carolingiens dans le cadre des invasions du IXe siècle, invasions scandinaves, sarrasines, dont nous aurons l'occasion de reparler par